Bonsoir tout le monde. Good evening. Bienvenue à notre séance extraordinaire pour le budget, le PTI de cette année. On a avec nous le responsable de notre budget qui va vous faire la présentation et par la suite, on va prendre vos questions. So we have the presentation of our operating budget and the PTE, three-year expenditure fund, and the capital projects. And after that, we will accept any questions from the residents. Bonsoir. Donc, la présentation du budget 2020. Les contenus, sources de financement, le financement, la variation de la taxe locale, nature des dépenses, budget par direction, fait saillant du budget 2020 et l'état des réserves. Les sources de financement, l'arrondissement dispose de 3 sources de financement pour équilibrer son budget. Les transferts centraux, ce sont les montants transférés de la ville-centre pour les services de proximité. Ces transferts constituent la dotation budgétaire de base de l'arrondissement. La taxe relative aux services, communément appelée taxe d'arrondissement, c'est l'espace fiscal qui appartient à l'arrondissement. Et troisièmement, les revenus de source locale. Ce sont les sommes provenant de la tarification de certains services rendus par l'arrondissement, comme les assermentations, les montants perçus pour les locations de salles, etc. Les écarts entre le budget 2019 et 2020, le budget total, le budget de fonctionnement 2019 était de 31 512 000, 2020, 32 237 000 pour un écart de 725 000. Les transferts centraux étaient à 24 279 en 2019, 24 736 en 2020 pour une augmentation de 456 000. Taxes relatives aux services, 5 517 comparativement à 5 977 pour 2020, une augmentation de 459 000. Les revenus de sources locales, 1 390 000 versus 1 524 000, un écart de 133 800. L'appropriation des surplus, en 2019, on avait pris 325 000 de nos surplus pour balancer le budget. En 2020, on n'a pas utilisé les surplus. Variation d'un compte de taxe moyen. La taxe de service, en 2019, le taux était à 7,06 sous du 100 $ d'évaluation. L'évaluation moyenne était à 351 833, ce qui faisait une taxe de 248,39. Pour 2020, le taux sera à 7,3 sous du 100 $ d'évaluation. L'évaluation moyenne estimée va être à 367 240, ce qui fera une taxe de 268,9, une augmentation d'un peu moins de 20 $. La nature des dépenses. Pour la rémunération, on a une augmentation de 457 700, ce qui représente environ 2 %. Transport et communication, une augmentation de 5 100 $, 1,4 % au total. Honoraires professionnels et services techniques, une augmentation de 51 900, donc 3,7 %. Location, entretien et réparation, une augmentation de 50 000 $, 1,9 %. Biens durables et non durables, 135 500 de plus, 4,4 %. Et autres codes, comme les subventions, réclamations, contributions aux organismes, 24 900 d'augmentation pour 2,1 %. Donc, au total, le budget 2020 sera augmenté de 725 100, 2,3 % de plus. Par direction maintenant, la direction générale représente 9,3 % du budget global. Les services administratifs, 4,3 %. Aménagement urbain et services aux entreprises, 10 %. Culture, sport, loisirs, développement social, 25 % et travaux publics, 51,3 %. Les faits saillants, on a un budget équilibré, sans affectation de surplus, augmentation budgétaire de 725 100 $ ou 2,3 %, ce qui est près du seuil de l'inflation, puis augmentation des projections de revenus locaux de 133 800 ou 9,6 %.
Finalement, l'état des réserves financières, en date du 31 août 2019, la réserve pour le déneigement était à 177 559, les imprévus 476 500, diverses réserves 2 955 854 et le fonds de parc 3 333 280. C'est tout. Do we have any questions, des questions de nos résidents concernant la présentation? Madame Bond, yes. Well, no, this is for the extraordinary meeting for the budget, as we always do. We take the questions. They did already? Pour le budget aussi? Parfait, excellent. So we'll do the PTE presentation, and then after we'll register the questions. Donc, pour le PTI, le programme triennal des mobilisations pour les années 2020 à 2022. Le contenu de la présentation, le sommaire, programme de réfection routière, programme de réaménagement des parcs, programme de protection des bâtiments, quelques réalisations 2019, puis des projets en cours de réalisation. Le sommaire, pour le programme de réfection routière pour 2020, on a 1 million de dollars. Programme de réaménagement des parcs, 3 199 000. Programme de protection des bâtiments administratifs, 1,6 million, pour un budget total de 5 799 000. Pour les années 2021-22, le même budget total est à 5,799 millions. Pour les programmes de réfection routière, c'est pour les rues, égouts, aqueducs, on a un total d'1 million. C'est pour diverses rues, pavage, revêtement et trottoirs. Nous sommes en attente des services centraux pour connaître la programmation des rues pour 2020, donc on n'a pas le détail de ce qui va être fait. Pour le réaménagement des parcs, on a un total de 3 199 000. Entre autres, il y a un skatepark, projet de jeux d'eau, des sentiers multifonctionnels, le plan directeur des berges et la solidification des digues naturelles de l'enrochement. Protection des bâtiments, un total d'1 600 000. Entretien préventif des bâtiments de l'arrondissement, puis des projets de soutien et expertise. Des réalisations 2019, la deuxième phase du terrain de soccer football synthétique à PCHS qui est ouvert au mois d'août. La bibliothèque qui elle a été ouverte au mois de mai. Un jeu d'eau au parc Cyril McDonald, qui a été ouvert au mois de juin cette année. Un parc à chiens sur la rue Logan, qui est ouvert aussi à la fin août. Et des projets qui ne sont pas encore complétés. La piscine Versailles, qui devrait être complétée vers la fin novembre. Le chalet et le parc du port de Plaisance. Le chalet est complété, mais il reste la portion parc, qui devrait être complétée aussi vers la fin novembre. Et le passage culturel à l'arrière de la mairie et une partie en avant de l'hôtel de ville et de la bibliothèque qui devrait être complétée dans les prochaines semaines. C'est tout. Merci. Merci. Madame Corbeil. Oui. Alors, les gens qui veulent s'inscrire pour la période de questions du budget et du PTI, vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. It is, yes. It is, so you should go to a microphone, please. Would that have changed your question? No, that mic, Mrs. Bond, sorry. We make sure that we're accessible to all. Thank you. Testing. Yeah. I still don't, Martha Bond, hi. I still don't know why we can't have copies of the presentations or online, before. Well, I think we have copies. We've asked for copies to be distributed to you this evening. Okay. And as is customary, we put it on site tomorrow morning. Mm-hmm. This is a general operating budget, as you've seen in other years, and any of the additional expenditures, as you see in the PTE budget, always come back to us at Council, which go through resolutions and are presented here on a regular basis, as you know, through the year. So everything is already
in the works to present some of these bigger projects that you saw in the PTE presentation. I see. Okay. That wasn't actually one of my two questions. So news of course, the spike in the property evaluation usually translates into the increase in property taxes. On average, Montreal or Pierre Farnborough taxpayers can expect what kind of increase? Well, that's a good question, Mrs. Bond. And when the 3-year evaluation roll was announced earlier on this year, as is customary for us, we adjust the tax rate to make sure that the residents don't get impacted to the point where they can't pay. We have the capacity to pay to a certain point in our community, and we make sure that we're conscious of that at this level. And this is why, if you look back at the last 5 years where there's been 2 different evaluation rolls, you look at the average being raised of approximately 2%, if not less, per year. So we're trying to make sure that with what's announced in Montreal, because as you know, this is the borough portion that's being presented tonight, we're hopeful and optimistic that once we get the numbers from Montreal, we will probably be very close to that 2% increase again for this year. So we're quite proud of that. And by doing that, we're able to still continue to provide the services and even add to them again next year. So we're optimistic and we're hopeful that we'll be able to do that. Okay. And the flood mitigation measures, did I see something about some restoration or something when the presentation? By the way, it was very quick, and I didn't get any summary in English, but anyway. Well, I think we have the paper version in English as well, so we'd be happy to answer those questions as we move forward in the coming days. But the flood, there's a whole bunch. That last item there. Because I can't see the screen from here, sorry. Yeah, so as you know, since 2017, we've always done some local improvements to ensure that we're protecting some of the vulnerable areas in our community, and that is to, for example, reinforce some of the existing dikes. We've asked for authorizations, primarily by the Minister of Environment and other stakeholders, to be able to carry out some of the work and inspection work as you've seen. And so once we have approvals for these items, then we'll be able to execute. But essentially, it's to make sure, if I remember, because I can't see it, I'm sorry, I can't see it here. Hang on, let me just find it. See what happens after 50, we need glasses. Yes, so basically what it is, it's to reinforce the dikes that are in place. And we did this in 2019 as well, albeit a temporary measure, but we're looking now at more permanent solutions to reinforce the existing dikes throughout our territory. And of course, adding to the other requests that we've made to the government to look at some of the areas throughout our territory to minimize the impact of the floods throughout, like we did, again, on a temporary basis in 2019, we're looking now at more permanent solutions. And as this file evolves, we'll make sure that we present that information to you in this setting on a more regular basis. Because the goal would not to have it was several $1 million, I think, the temporary dikes, and this is not a good situation. Well, you know, in 2017, we put some permanent installations in place, and we were able, with some of these decisions, to save, hundreds of homes. And you know the result that we had in 2019, we were able to save 700 to 800 homes that were severely flooded in 2017. Yes, I agree with you. It was temporary measures. It was the purchasing of equipment. It was setting up of different systems throughout the territory to mitigate the damage. However, like you mentioned, and we all agree with you, and we've done this since 2017, is we've always looked at the opportunity of installing permanent solutions because the effort was monumentous to be able to do what we did in 2019. And so we're looking at other ways to reduce some of the resources that we would, put in a temporary way in force. And so this is an ongoing issue that we're constantly discussing with all the stakeholders, Montreal and the provincial government and the federal government. Now, after the election, will inherit that file from us as well. So we're doing everything we can to create permanent solutions in our community, Mrs. Bond. Thank you. Thank you.
Monsieur Denis Gingras. Oui, s'il vous plaît. Bonsoir. Écoutez, moi, c'est vraiment pas une question, c'est juste une observation. Concernant les inondations, j'ai mis la main sur un document que je vous ai envoyé une copie. C'est un document de 24 minutes, mais peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le regarder, mais j'aimerais qu'il soit partagé avec votre équipe, là, parce que ça fait part que finalement, on a toujours la perception que les inondations sont créées par les changements climatiques, mais cette information-là, c'est le plan de gestion du lac Ontario. Vous semblez hocher la tête, donc vous savez un peu de quoi je parle, là. Et puis, c'est ça, c'est que maintenant, avec ce nouveau programme-là, le nouveau plan de gestion pour la voie maritime du Saint-Laurent, on augmente le niveau de l'eau du lac Ontario pour améliorer là, le transport maritime. Et puis, c'est pour ça que cet été, on a vu un peu le lac Saint-Louis se déverser dans le lac des Deux-Montagnes. Donc, ça inverse les flots normaux de l'eau. Puis ça a un impact là, aussi sur les inondations. Puis à la fin de l'émission, bien, on voit un paquet de municipalités, là, surtout du côté de l'Ontario puis de l'État de New York, là, qui prennent des actions là, contre cette organisation-là. Puis là, je me demandais si les villes qui sont affectées, comme Pierrefonds, ne pouvaient pas faire la même affaire là, pour mettre plus de poids là, sur la pression de cette organisation-là. J'ai reçu le courriel que vous avez envoyé. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu nécessairement le temps de passer à travers à 100 %, mais c'est quelque chose que je vais discuter avec, oui, le gouvernement, mais avant ça, le 7 novembre, j'assiste à une réunion avec d'autres maires du Québec, à Québec, organisée par l'Union des municipalités du Québec. Et ça, c'est un sujet qu'on va discuter ensemble parce que ça nous touche, oui, mais ça touche d'autres communautés un peu partout au Québec. Et effectivement, c'est un document que je vais amener avec moi et je vais demander les mêmes questions puis les mêmes choses que vous avez soulevées ce soir et j'espère d'avoir les réponses. Mais si on n'a pas la réponse le 7 novembre, c'est de planifier ou de s'organiser comme ville et village partout au Québec, de demander les mêmes questions auprès du gouvernement. Et j'espère d'avoir les réponses nécessaires parce que vous avez raison. Les inondations sont causées, d'après nous, c'est beaucoup de facteurs qui causent des inondations. Mais ça, c'est un facteur qu'on ne discute pas souvent. Et c'est un facteur qu'on peut contrôler. Non, effectivement. Puis, ouais. Honnêtement, on n'a pas l'information nécessaire pour dire oui, on a eu un effet de qu'est-ce qui se passe, disons, au nord de Québec, avec le management, si on peut dire, des rives. Mm-hmm. On n'a pas eu cette information-là. On a posé la question, formellement aussi auprès du gouvernement. On n'a pas eu la réponse encore. Mais le 7 novembre, ça, c'est un sujet qu'on va aborder avec mes collègues. Bon, bien, je vous remercie de porter attention aux vidéos. Partagez-les avec votre équipe. C'est très, très informatif. Merci beaucoup. C'est bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Excellent, oui. OK. Ça termine notre séance extraordinaire pour ce soir. Non, oui, c'est ça. En fait, il faut adopter les résolutions. Adoption de l'ordre du jour, pardon. « 10.03, que soit adopté l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement. Je propose. 30.01, que le Conseil adopte la planification budgétaire et la programmation des projets du programme triennal des mobilisations 2020, 2021, 2022 à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Je propose. J'appuie. 30.02, que le Conseil approuve le budget de fonctionnement de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'année 2020 et le soumettre au comité exécutif pour adoption par le Conseil municipal. Je propose. J'appuie. Et ça nous amène à la fin, 70.01. Je propose. J'appuie. Merci. Madame Corbet. Alors, je pense qu'on va suspendre quelques instants. Je vais prendre les inscriptions pour la période de questions de la séance ordinaire.